Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 22 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec les bourses européennes qui ont salué timidement mardi le plan de relance arraché de haute lutte par les dirigeants européens à Bruxelles, mais n'ont toutefois pas non plus versé dans l'euphorie. Effectivement, on a eu une hausse assez modérée sur les places européennes. Alors la réaction relativement modérée des indices boursiers de l'euro et des rendements obligataires s'explique par le fait qu'un accord était quand même largement anticipé, déjà pricé par le marché, même s'il a tardé à se dessiner, et aussi peut-être par la résistance de la part du camp des frugaux, qui a montré que la solidarité européenne réclamait en fait encore bien des efforts. Alors après plus de 4 jours de discussion, les dirigeants européens se sont mis d'accord sur un fonds de relance européen d'une valeur de 750 milliards d'euros, répartis entre 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts. Bien évidemment, ce compromis réduit la part des subventions initialement prévues. Alors, ce plan destiné à réparer les dégâts considérables infligés aux économies européennes par la crise du coronavirus sera aussi financé par une émission de dette commune, ce qui constitue quand même une avancée vers une mutualisation de la dette de la zone euro et un pas décisif vers davantage d'intégration budgétaire en Europe. Côté US, Wall Street a terminé en ordre dispersé avec des hausses pour le Dow Jones et le S&P 500 portées par les secteurs cycliques, mais une baisse pour le Nasdaq pénalisé par un repli des géants numériques après leur forte progression de la veille. Effectivement, le Nasdaq avait pris quand même quasiment plus de 2,5%. Et pour rappel, ce soir, prudence, puisque nous avons les résultats trimestriels de Tesla et de Microsoft. Donc, on pourrait avoir quelques secousses sur le Nasdaq. De plus, Microsoft est une société qui fait partie aussi, qui compose en tout cas l'indice Dow Jones et qui a aussi une forte pondération dans l'indice. Donc, cela devrait créer pas mal de volatilité après la clôture. Alors Wall Street a été le théâtre ce mardi d'une rotation vers les valeurs cycliques, alors que les élus du Congrès à Washington s'efforcent de s'entendre sur un vaste plan de soutien à l'économie américaine face à la crise provoquée par le Covid-19. La confiance des investisseurs, elle, était liée en partie à l'espoir de nouvelles mesures de soutien budgétaire prochainement adoptées par le Congrès. Toutefois, le chef des Républicains à la Chambre des représentants a affirmé qu'il n'y aurait sans doute pas d'accord sur un texte avant août. Alors cela signifierait notamment la fin d'une mesure qui prévoit en fait le versement hebdomadaire de 600 $ supplémentaires aux chômeurs américains afin de faire face à l'impact de la pandémie qui expire à la fin du mois. Donc effectivement, si ce budget n'est pas revoté à la Chambre des représentants, du moins au Congrès, si ce n'est pas adopté par le Congrès, cela risque de pénaliser fortement les ménages américains. Côté macro, ici c'est le bilan de la BCE qui vient d'atteindre un nouveau record à 6 322 milliards, alors que Christine Lagarde continue de frapper, on va dire, sur la presse à billets. Alors, le total des actifs, lui, a augmenté de 13,4 milliards la semaine dernière et le bilan de la BCE est désormais égal à 53% du PIB de la zone euro, soit un nouveau record également. Pour rappel, il y a encore quelques semaines, le bilan de la BCE était aux alentours de 43-45% du PIB de la zone euro et aujourd'hui, on se situe à 53% en seulement quelques semaines. Donc, force est de constater
lorsque l'on voit un tel bilan, si les marchés financiers sont finalement, comme on le dit souvent, tournés vers l'avenir et se projettent à 6, 12, voire 18 mois, ou si on prend du recul et qu'on remet les choses en perspective, on a quand même l'impression que les marchés ne sont pas tournés vers l'avenir, mais suivent les liquidités des banques centrales. Enfin, on va s'intéresser à l'argent aujourd'hui, donc le silver. On fera un point technique, mais le silver pourrait entamer un nouveau bull run. Ici, c'est les différentes phases de bull market pour le métal. Alors, on a eu plusieurs stades, que ce soit en 1972, 1974, 1978, 1980, 2003, 2008 et 2008, 2011, le dernier. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir si l'argent ne serait pas en train de démarrer un nouveau bull run. Et effectivement, depuis le début de la semaine, on peut dire que l'argent démarre la semaine en fanfare et pour moi semble avoir donné un signal technique de moyen long terme et pourrait continuer de briller au cours des semaines et des mois à venir. Donc on va faire le point techniquement dans ce briefing des marchés sur le silver. Tout de suite, on va s'intéresser à la partie graphique avec le CAC 40. Les indices qui cèdent du terrain ce matin, effectivement, alors, les indices déjà ont cédé du terrain suite au plan de relance. Finalement, c'était déjà anticipé, déjà pricé par les investisseurs. Le CAC est monté à plus 1% hier et finalement a réintégré son range. Et ce matin, on a quand même des marchés, des investisseurs qui prennent leurs bénéfices puisque Donald Trump continue aussi de frapper sur la Chine et cela continue en tout cas. Donald Trump instaure toujours ce sentiment de guerre froide entre la Chine et les États-Unis et les investisseurs se montrent plus prudents face aux nouvelles mesures mises en place par Donald Trump. Alors, techniquement, on avait une sortie de range hier, une belle envolée, mais le marché a complètement calé, n'est pas parvenu à franchir son oblique haussière et a finalement réintégré le range d'indécision en place depuis maintenant un peu plus d'un mois. Donc, tant qu'on évolue entre ces deux niveaux, 4870, 5111, eh bien, on est vraiment dans une phase d'indécision. Alors, le plan de relance n'a pas vraiment été payé hier, les marchés l'avaient déjà anticipé. Ce matin, nous avons quand même Donald Trump qui continue à tordre le cou à la Chine. Et de plus, nous avons aussi les résultats de Valeo pour son second trimestre, qui ne sont quand même pas au rendez-vous. Le titre a chuté lourdement, impactant aussi de ce fait le secteur automobile. Donc, résultat, le CAC actuellement chute de quasiment 1,36%. Donc, tous ces éléments font que on assiste à un repli sur les valeurs du secteur automobile. De plus, les tensions entre la Chine et les États-Unis n'arrangent pas les choses. Donc, pour l'instant, range, encore une fois, on est vraiment dans une phase de range avec le sentiment peut-être qu'on a aussi un triangle qui est en train de se dessiner. À court terme, pas évident d'établir du moins un scénario de swing pour les prochains jours, étant donné qu'on a quand même pas mal de résultats à venir durant les prochains jours et les prochaines semaines. Pour moi, les niveaux clés restent quand même les 5050
et les 5115. Pour l'instant, on constate quand même qu'on est dans un range et qu'on risque d'effectuer une rotation à l'intérieur de ces deux bornes dans l'attente d'un catalyseur, tout simplement. La cassure de cet oblique permettrait éventuellement, comme je l'expliquais dans les stratégies boursières, un retour au moins sur les 5002, pourquoi pas éventuellement sur les 5250, mais je vois mal le marché aller plus haut. Le marché en veut plus, tout simplement. On voit très bien que malgré un accord sur un fonds de relance de quasiment 750 milliards, le marché n'a finalement pas payé. Certes, il était déjà anticipé, mais le marché en veut plus. On a quand même fait un rebond depuis le mois de mars assez impressionnant et aujourd'hui, les investisseurs vont se tourner vers les résultats des entreprises à venir. De ce fait, ça reste quand même le principal catalyseur pour les prochains jours jusqu'à la fin du mois de juillet, voire début août. Et donc techniquement, tant qu'on évolue dans ce range, on est toujours dans une phase de neutralité et d'indécision. Pour moi, les niveaux à surveiller pour du swing restent la borne basse de ce canal haussier qui permet quand même de cadrer la dynamique des prix depuis le rebond. Et sinon, pour une tentative d'achat, ce serait bien évidemment la cassure de la borne haute, voire des 61,8 du dernier retracement de la dernière vague de baisse, en tout cas. Sinon, ici, entre ces deux bornes, eh bien, range et prudence face aux résultats à venir. Bien évidemment, la cassure de cette borne basse pourrait aussi valider un triangle. De ce fait, on aura un retour probable en direction des 4870. Et par contre, si on a une incursion sous ce niveau, alors là, attention, on risquerait d'avoir une dégringolade un peu plus profonde en direction des 4700 points. Concernant le DAX, deux scénarios possibles. Le DAX surperforme très clairement l'indice CAC 40. Toutefois, je n'aime pas vraiment la configuration qu'on est en train de dessiner sur l'indice allemand, tout simplement parce qu'on a le sentiment qu'on pourrait valider une étoile du soir. La bougie du jour n'est pas assez puissante, on va dire, n'a pas suffisamment de corps. Il faudrait vraiment, là on est quasiment venu fermer le gap, il faudrait vraiment qu'on ait une bougie un peu plus impulsive. Sur le CAC, on lâche déjà quand même quasiment 1,5%. Sur le DAX, on est seulement à 0,5%. Donc effectivement, si le DAX était amené à céder un peu plus de terrain, on pourrait assister à une étoile du soir. Vous voyez, on a eu un magnifique gap, même étoile du soir doji. Ici, gros doji d'hésitation. Finalement, on est bien parti et derrière, on forme un beau doji. Et là, derrière, léger gap baissier ce matin. Et ça pourrait amener à une structure en étoile du soir doji. Donc, effectivement, prudence. Ça va être intéressant de voir la clôture de la bougie et de la séance, car deux scénarios peuvent se dessiner. D'une part, celui qui tient toujours, c'est la sortie de triangle avec l'objectif à 13 580 qui correspond bien évidemment au comblement du gap situé ici, le fameux gap de rupture qu'on a eu lors du crack. Toutefois, l'apparition d'un chandelier de retournement ici invaliderait potentiellement ce scénario. Alors, d'où l'importance de la clôture de cette bougie. Effectivement, si on clôture comme ça et qu'on arrive doucement sur cette zone pour effectuer un pullback, le marché pourrait repartir et faire un pullback pour aller chercher les 13 580 et le comblement du gap de rupture. Dans le cas contraire, en cas de bougie vraiment impulsive, là, j'invite à la prudence et on pourrait potentiellement avoir un retournement de marché et donc un mouvement correctif sur, dans un premier temps en tout cas, sur la borne basse du canal.
En données 4 heures, pas grand-chose à dire pour l'instant. Pas de divergence en formation. On constate un net repli, une tentative. Vous voyez, on a quasiment fermé le gap. Il n'a pas été quasiment, du moins, il a été partiellement comblé. Il manque encore quelques points. Et en données 1 heure, voilà, les prix pourraient venir prendre appui sur la moyenne mobile. Moyenne mobile 50, et cela correspondrait aussi à un pullback. Toutefois, si la bougie est trop impulsive, dans ce cas-là, ça risquerait de former un pattern de retournement. Concernant le Dow Jones, alors, je me montre prudent, bien évidemment, puisque on a les résultats de Microsoft ce soir à 22 heures. Là, les futurs sont légèrement dans le rouge. Certes, on a réussi à franchir cette résistance en clôture de bougie hier. Toutefois, il serait quand même plus pertinent d'avoir une clôture hebdomadaire pour éviter d'avoir une mèche comme on a eu la semaine dernière. De plus, comme je vous le disais, le fait qu'on ait les résultats de Microsoft, donc Microsoft fait partie du Dow Jones et a quand même une pondération assez importante, donc attention aux surprises. Hein, les techs ont quand même bien progressé, le Nasdaq a quand même fait un rebond, lui, si on peut appeler ça un rebond, on est plus sur une hausse d'environ 58% en seulement 3 mois. Donc, les investisseurs pourraient très bien prendre des bénéfices si ils ont été un peu trop euphoriques ou trop optimistes, on va dire, sur les résultats à venir. Et effectivement, on voit quand même qu'au cours des 3-4 dernières séances, on a quand même pas mal d'hésitations dans la taille des bougies, beaucoup de corps. Vous voyez, malgré qu'on ait eu le plan de relance hier qui a quand même légèrement dopé les bourses américaines à l'ouverture, derrière, on a quand même clôturé sur un doji un peu en pierre tombale. On est vraiment dans une phase d'indécision. Certes, il y a ce sentiment de range de moyen terme en place depuis mi-mai quasiment. Donc, techniquement, le marché devrait rejoindre la borne haute. Si les résultats de Microsoft sont finalement excellents, cela devrait bien évidemment propulser le Dow Jones pour aller chercher la borne haute. Toutefois, en cas de déception, eh bien, prudence, on pourrait repasser sous ce niveau, venir chercher la moyenne mobile 200, prendre appui sur cette fameuse oblique et en cas de cassure, eh bien, retourner et faire une rotation un peu partielle pour retourner sur la borne basse du range. Donc, je préfère attendre demain pour établir un nouveau scénario sur le Dow Jones, car actuellement, on est un peu dans une situation de coin flip, étant donné que je n'ai pas de boule de cristal et que personne ne sait quelle va être la conséquence des résultats de Microsoft sur l'indice. On aura aussi Tesla ce soir. De ce fait, le Nasdaq risque de subir une grosse volatilité durant la nuit, surtout que Tesla devrait logiquement faire son entrée dans le S&P 500 en fonction de ce résultat. Et si Tesla entre dans le S&P 500, autant vous dire que beaucoup de gérants vont devoir effectuer un nouvel arbitrage dans leur portefeuille pour intégrer cette valeur, puisqu'on a aux alentours de 40% des gérants actuellement qui sont corrélés, qui font de la gestion passive ou qui ont comme benchmark le S&P 500. Donc, ils auront, entre parenthèses, l'obligation d'intégrer Tesla au sein de leur portefeuille. Côté Forex, l'euro dopé très clairement par le plan de relance. L'euro est venu chercher les 1,1530 hier en clôture. Alors, c'était une zone que j'attendais. On n'a toujours pas eu de signal de retournement. Actuellement, on va même chercher les 1,1590, 1,16. Pour moi, on se situe vraiment dans une zone où on va pouvoir
commencer à chercher un retracement sur les niveaux de support. Sans parler de retournement de marché, on a eu quand même un magnifique bull run, on a eu une poursuite du rallye ici, mais on arrive dans une zone chaude, 1,1530, 1,16, qui, selon moi, me semble être une zone intéressante pour chercher des shorts ou du moins un retracement sans pour autant parler de retournement. Alors effectivement, si on bascule sur l'unité de temps hebdomadaire, voilà, on est en train d'aller chercher cette grosse zone, 1,1590, 1,1530. Pour le moment, toujours pas de signal de retournement. Vous voyez que c'est quand même les plus hauts ici sur les mèches. Donc, on est à l'approche d'une grosse zone technique. De plus, on a aussi une belle oblique juste ici, en place depuis 2008, qui vient coiffer les prix actuellement. Donc une oblique de très long terme, située vers les 1,16. Donc là actuellement, on serait vers les 1,1640. À voir si l'euro continue sa folle course cette semaine. Toutefois, en cas de stabilisation au cours des prochaines semaines, effectivement, cette oblique se rapproche plus des 1,1590, 1,16. Pour l'instant, le mouvement haussier continue, mais on s'approche d'une zone intéressante à travailler pour effectuer un retracement vers les 1,14,6 voire 1,13,70. Néanmoins, en journalier, c'est haussier pour l'instant, toujours pas de chandelier de retournement, donc très important de ne pas être à contre-courant et d'attendre soit une phase de consolidation, soit un chandelier de retournement. En données 4 heures, on a carrément eu une sortie par le haut du canal. On est vraiment dans une phase un peu d'euphorie sur l'euro avec une très belle accélération. Toutefois, je note potentiellement la formation d'une divergence en 1 heure, juste ici. Vous voyez. Donc, à surveiller, ça pourrait être éventuellement un premier signal technique à venir sur la paire en cas de validation. Donc, pour le moment, elle est juste en formation. On est vraiment dans une grosse zone. Les prix semblent diverger et si l'indicateur repasse sous la zone des 56, alors effectivement, on aurait un premier signal technique pour une correction à venir dans un premier temps sur les 1,14,6 et les 1,13,70, je dirais un objectif final. Il faut donc laisser du temps au temps, encore une fois, ne pas se précipiter. Pour le moment, les acheteurs gardent très clairement la main. On a juste potentiellement un signal de retournement en horaire. Cela n'est pas suffisant. Ce serait quand même bien d'avoir soit en 4 heures un avalement ou après en daily un autre signal via un chandelier de retournement. Toutefois, notez qu'on arrive près d'une grosse zone, là quasiment 1,1572 voire les 1,16 et cette fameuse oblique de très long terme, et l'euro pourrait bien évidemment être freiné par cette zone de convergence à court terme. Le GBP-USD, pareil, qui corrige et qui semble finalement faire le même bull trap qu'ici. On a une belle clôture au-dessus de la MM 200 hier comme ici. Pour rappel, l'ancien range sur la livre sterling face au dollar, c'était celui-ci. Donc, cassure ici et derrière, pour le moment, ça cale. Et on pourrait assister un peu à ce même phénomène qu'on a eu ici durant début juin,
avec cette fausse cassure au-dessus de la moyenne de 200 et derrière chandelier de retournement et réintégration pour une nouvelle rotation. Et ici, pour l'instant, tant que les prix n'ont pas franchi en clôture les 1,2740, 1,2745, on a toujours cette hypothèse de bull trap et de nouvelles rotations à venir à l'intérieur du range. Et là, effectivement, fausse cassure pour l'instant. Les prix étaient même sur un avalement ce matin. Là, on a repris un peu des couleurs en fin de matinée. Toutefois, je vous invite à la prudence pour ne pas retomber dans le même piège qu'on a eu ici avec ce fameux bull trap. Effectivement, parfois, il est nécessaire de réajuster le range. Et là, on constate que si on prend les clôtures des bougies, il serait quand même plus prudent d'attendre une cassure au-dessus de ce niveau pour permettre une accélération en direction des 1,2875, voire des 1,35. Effectivement, on avait la sortie de ce biseau un peu triangle en début de semaine et l'objectif, lui, a été atteint. Si on reprend la hauteur de cette figure, on constate très clairement qu'on est venu atteindre l'objectif et que derrière, le marché retombe. Alors, est-ce que c'est une simple respiration avant de repartir ou au contraire un signal qu'on est sur la borne haute d'un range et que le marché risque une nouvelle fois d'entamer une nouvelle correction? Effectivement, on avait une légère divergence ici en 1 heure qui a parfaitement fonctionné. Et donc maintenant, c'est au marché de décider de voir si oui ou non c'était une simple correction avant de reprendre, on va dire, un peu le sens de la tendance initiale, ou bien au contraire, un essoufflement avec un retournement à venir. L'USD CAD. Alors, l'USD CAD arrive sur un niveau intéressant. En tout cas, j'aimerais juste un chandelier de retournement puisqu'on arrive sur cette oblique, pareil, de très long terme, en place depuis 2013, comme vous pouvez le voir ici. Et on était venu chercher une première fois cette oblique ici. On est à la fois couplé à la moyenne mobile 50. Et le marché était venu chercher une première fois avec excès sur mèche pour venir taper ce magnifique support à 1,3330. Finalement, en clôture, le niveau avait été sauvé avec la moyenne mobile 50 et actuellement, on est pile poil sur la moyenne mobile 50 et notre oblique de long terme. Alors, l'USD, on va dire le dollar, pourrait tenter quelque chose sur ce niveau. Là, on est sur un niveau technique intéressant et un rebond pourrait se mettre en place. Alors, on a aussi ce sentiment d'avoir un range à venir et d'avoir une résistance à l'intérieur du range via cette oblique et notre moyenne mobile 50. D'où l'intérêt d'avoir un excès comme on a eu ici, puisque on a une magnifique zone de support vers les 1,3330. On était venu la taper une première fois sur mèche et derrière on avait rebondi. On était quasiment aligné avec cette zone de support. Ici, la droite est un peu plus haute, mais on est quand même sur un gros niveau technique clé. Le marché semble avoir pour l'instant stoppé sa course sur ce niveau. L'USD CAD est quand même assez corrélé au pétrole. Et effectivement, en cas de correction sur le marché pétrolier, l'USD CAD pourrait reprendre des couleurs, en tout cas pour venir chercher dans un premier temps la moyenne mobile 50, puis les 1,36, du moins les 1,37. Encore une fois, l'importance d'attendre un signal technique. On a eu une légère divergence, mais je ne la trouve pas suffisante ici. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, mais on est quasiment à plat au niveau des prix. Alors certes, voilà, une divergence un peu à plat, je trouve.
mais divergence quand même en place sur RSI, sur une zone, tentative d'avalement derrière en données 4 heures. Pour le moment, ça semble calé. Donc, à surveiller, surtout avec l'ouverture du marché américain cet après-midi qui drive surtout cette paire. Mais on approche en tout cas d'une zone intéressante pour potentiellement déclencher un trade swing de moyen terme pour tenter un rebond, voire reprendre un peu de hauteur vers les niveaux de résistance situés vers les 1,37 et 1,3640. Les matières premières maintenant avec le gold. Impressionnant, magnifique envolée du gold. Que dire si ce n'est que c'est oscillé sur toutes les unités de temps. On est venu quand même pulvériser l'oblique qui cadrait depuis un petit bout de temps la dynamique du gold. Mais là, très clairement, l'objectif, c'est 1880. 1880, c'est voilà, c'est les clôtures qu'on a eues ici, 1880, puis le plus haut historique. Se positionner maintenant, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. On est quand même un peu haut. Attendre un repli, pourquoi pas. On avait la sortie de range 4 heures. Voilà, sortie de range 4 heures, objectif théorique atteint, même pulvérisé, on allait bien plus haut. Et pour l'instant, j'ai envie de vous dire que l'or continue de briller. On est quand même dans un RSI qui est quand même assez surchargé. C'est pour ça que rentrer maintenant, on est sur un sommet pour le moment. Si on suit la théorie de dos avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, on est quand même plutôt sur un top que sur un creux. Donc, avoir un retracement pour se repositionner dans le sens de la tendance est quand même préférable plutôt que se positionner proche de la résistance. Mais l'objectif, lui, n'a pas changé, ça reste les 1880. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un nouveau canal? Éventuellement, on a ce canal haussier. Donc, pourquoi pas chercher un retracement sur cette fameuse oblique hebdomadaire qui passe par les plus hauts, ici, venir prendre appui sur les 1832, borne haute du canal, prendre appui ici, on aurait la moyenne mobile 50 qui remonterait doucement, avant de tenter une nouvelle impulsion en direction de l'objectif des 1880. Mais dans tous les cas, c'est osciller sur toutes les unités de temps, donc évitez d'être à contre-courant. Et j'ai envie de dire, suivez la tendance tout simplement et de penser en trend following et d'essayer de prendre le train et de se positionner sur des replis pour accompagner bien évidemment la tendance le plus loin possible jusqu'à avoir un essoufflement. Toutefois, pour l'instant, force est de constater que l'or continue de briller et qu'il a même déclenché un nouveau bull run. Donc, objectif 1880, deuxième objectif 1921, soit les plus hauts historiques. D'ici la fin de l'année, ça reste quand même les 2000 $ et objectif à moyen terme pour moi, à horizon, je dirais 12 à 24 mois maintenant, c'est 2500 $. Voilà mon objectif sur l'or à horizon moyen-long terme. J'ai le sentiment qu'on a validé une soucoupe, tout simplement, qu'on est en train de faire un magnifique redémarrage avec cette figure de, pas vraiment de creux, mais cette figure de redémarrage de reprise haussière de très long terme qui prend la forme bien évidemment d'une soucoupe et si je mesure l'objectif théorique, eh bien j'obtiens quasiment 2500 $. Donc cette figure a quand même mis quasiment 10 ans
à se former, donc forcément c'est un objectif de long terme, mais étant donné les circonstances, étant donné le contexte actuel, eh bien les fondamentaux et l'analyse technique en tout cas plaident pour une poursuite de la hausse à moyen court terme, mais à long terme, l'or pourrait continuer de nous surprendre et afficher une hausse assez spectaculaire au cours des prochains mois, voire prochaines années. Effectivement, là, on est quand même sur une hausse de plus de 22% depuis le début de l'année. Donc, je vous laisse imaginer si on continue cette ascension à ce rythme effréné, eh bien finalement, les 2500 $ ne sont pas si loin. Et les personnes les plus patientes, bien évidemment, seront récompensées. Le silver, donc l'argent, c'est très beau ce qu'on est en train de faire sur l'argent. Après une belle mèche, là en annuel, vous voyez, sentiment qu'on a une soucoupe aussi, qu'on est en train de faire un redémarrage haussier comme sur l'or et qu'on pourrait avoir un nouveau bull run, en tout cas. On a eu un signal technique qui, selon moi, est la sortie de ce range. Voilà. Donc hier, on a fait une séance de folie sur l'argent et on a réussi à franchir cette résistance qui venait un peu bloquer les prix. Et on est à un plus haut depuis 2013 maintenant. Et voilà, ce redémarrage en soucoupe qu'on est en train de faire, avec le sentiment qu'on peut aller chercher les 28. J'ai un objectif maintenant à 28 à moyen terme sur l'argent. Pour moi, on a eu un signal technique hier. On devait avoir pas mal de volume. Et voilà, grosse séance sur l'argent, plus 12,5%. On a carrément pulvérisé cette résistance. Alors, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite. Pourquoi pas attendre un pullback ici pour se repositionner, mais très clairement, un peu ce sentiment même de double bottom ici, de fin de consolidation, de redémarrage avec un énorme rallye. Un pullback permettrait d'ajuster en tout cas sa prise de position et son ratio, et derrière, tout simplement, à moyen long terme, ce serait de viser les 38. De reporter cette hauteur de range ici pour viser la prochaine zone vers les 28. Voilà, juste ici. Donc si on se met en mensuel, voilà, l'accumulation des mèches et des bodies. Donc ici, on a une énorme zone vers les 27,6, 28,4 à peu près, 28,2 même. Et comme je vous le montrais sur le graphique sur la partie macro, effectivement, si on a un nouveau départ de bull run, les 28 me semblent tout à fait envisageables. Et derrière, ce serait même d'aller chercher un peu plus haut. Bien évidemment, ce serait les 35. Mais en tout cas, à moyen court terme, au cours des prochaines semaines, si effectivement on a bien eu un signal technique, eh bien, l'objectif, lui, se situe à 28. Concernant le Brent, qui cède un peu du terrain, toujours cette sensation de rounding top sur le secteur pétrolier. On est venu combler le gap, finalement, quasiment hier, et derrière, on a clôturé sous la fameuse résistance des 44,5, 44. Il manquait pas grand-chose, là, je trouve. On est pour moi quasiment quand même venu finalement combler le gap, faire une mèche, et derrière, ça cale. Cela a permis quand même de tracer une oblique haute et le sentiment finalement qu'on évolue peut-être dans un biseau ascendant et que la cassure devrait théoriquement donner le tempo pour la suite. Donc
J'évoquais l'hypothèse d'une formation en rounding top ici, et effectivement, en cas de cassure par le bas, on aurait cette structure de retournement de sommet et ainsi un repli sur les différents niveaux de support. Pour l'instant, on est toujours dans cette phase de neutralité et prisonnier entre ces deux niveaux 44,5 et 41. On est venu combler le gap sur mèche et derrière ça a calé. Et pour moi, je surveille finalement ce biseau de consolidation ascendant qui permettrait de confirmer en tout cas ma figure de moyen long terme en place depuis quasiment fin mai, début juin, et ainsi envisager un repli sur les niveaux de support. Le secteur pétrolier reste quand même très attentif et encore très fragilisé par la crise du coronavirus et surtout le choc de la demande. Face à la résurgence de l'épidémie dans de nouveaux États aux États-Unis, en Amérique du Sud et même un peu en Europe, déconfinement partiel pourrait bien évidemment impacter la demande. De ce fait, on constate que le marché pétrolier se stabilise dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité et en cas de dégradation, bien évidemment, je pense qu'on pourrait avoir une correction sur les niveaux de support à 41,5 voire 37,3. Le light, même constat. On peut essayer de cadrer un peu cette dynamique dans ce biseau aussi ascendant. Toutefois, je me montre plus prudent dans le sens où, voilà, pour moi, les niveaux que je surveille, c'est ces deux moyennes mobiles. C'est clairement ces deux moyennes mobiles qui, selon moi, vont donner le tempo. Et ainsi, voilà, d'attendre que les prix se retrouvent vraiment compressés, prisonniers entre ces deux moyennes et finalement vont devoir sortir par l'un des deux côtés du range. Encore une fois, cela permettrait d'avoir un peu plus de visibilité. Donc, encore une fois, il faut se montrer patient, laisser du temps au temps. Sur le pétrole, on stabilise depuis quasiment plus d'un mois. Toutefois, on commence à construire quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas se précipiter et attendre la rupture d'un des deux niveaux avant d'initier une position dans l'un des deux sens. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Toujours dans cette phase de range, rien à dire de plus. Si ce n'est me répéter sur le bruit de marché sans cesse qu'on a un peu sur la crypto-monnaie, les faux signaux par des bougies qui manquent de corps, l'absence de volume à la fois sur la crypto-monnaie. Donc tous ces éléments font qu'on est encore dans cette phase complètement léthargique et que pour envisager un scénario swing, ça reste encore quand même très délicat. Alors peut-être que les traders intraday réussissent à trouver quelques stratégies de très court terme entre, on va dire, sur ce range-là. Voilà, on a un petit range qui est en place, là je dirais en données 4 heures. Voilà. On a un petit range qui se met en place. Donc pour les traders intraday, pourquoi pas chercher tout en protégeant très rapidement ces trades, voilà, des achats ou des ventes entre ces deux niveaux. Sinon, pour les autres, pour les détenteurs de Bitcoin sur du moyen long terme, des personnes qui cherchent à se positionner soit à la vente, soit à l'achat, eh bien, de se basculer en hebdomadaire afin de filtrer les parasites, on va dire, existants sur les unités de temps plus courtes et d'éviter et surtout de filtrer les pièges, bien évidemment. Et encore une fois, le scénario, lui, n'a pas changé. J'attends pour ma part une cassure en direction soit des 10 000 pour aller chercher les 10 009, soit des 8 680, 8 700 pour aller chercher le support à 7 700. Et pour l'instant,
le BTC, pour moi, ne donne aucun signe de vie, reste dans une phase vraiment d'indécision et de consolidation. Et j'attends patiemment le retour des volumes et des bougies avec du flux, avec du corps pour établir de nouveaux scénarios sur la crypto-monnaie. Mais pour l'instant, je prends mon mal en patience. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing des marchés, je vous mets l'article dans la description de la vidéo. Pour rappel, les stratégies bourse, du moins le replay des stratégies bourse est disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.